Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir donc d'animer cette séance avec en plus le double plaisir d'avoir Eugène Rogan qui a écrit un livre qui vient de sortir juste maintenant en France. Les choses sont bien faites. Et ce livre, vous savez, s'appelle « L'histoire des Arabes de 1500 à nos jours ». Et je dois dire que c'est un livre tout à fait passionnant. Il m'a pas demandé de faire la publicité particulière, je vous assure. Mais vraiment, c'est intéressant d'avoir une perspective historique. Nous sommes aujourd'hui dans une séquence très particulière et très difficile, qui sont ces révolutions arabes. Et on a tendance souvent à les voir par tel ou tel aspect sans les resituer dans une histoire longue. Et donc en oubliant des séquences tout à fait fondamentales qui permettent vraiment de comprendre un peu ce qui se passe, qui permettent d'expliquer en partie ce qui se passe. On se contente souvent dans la presse aujourd'hui de lire les révolutions comme on lirait une météorologie avec des printemps, des hivers, et je crois que c'est une façon tout à fait erronée, bien sûr. Et donc là, on remonte à 1500, on remonte donc à l'époque de l'Empire ottoman, il y a plusieurs chapitres qui traitent de l'Empire ottoman, et puis ensuite il y a des séquences qui me paraissent essentielles, et en particulier, il y a plusieurs chapitres de ce livre qui sont consacrés à la colonisation. Il ne faut pas oublier le rôle considérable que l'Europe a pu avoir en domination, à la fois au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et Eugène Rogan nous retrace à grands traits très précis tout ce qu'a été cette colonisation en plusieurs chapitres. Puis ensuite, il en vient à des grandes questions, et en particulier, j'en retiendrai au moins deux, tout ce qu'a été le nationalisme arabe dans son essor et dans son déclin. Et puis, vous parlez aussi avec beaucoup de précision, et je crois que c'est très important, on l'oublie là aussi, ce que vous appelez la catastrophe palestinienne. Voilà. Si je continue comme ça, c'est moi qui vais faire la conférence. Et bien entendu, vous n'êtes pas venu pour me voir ni pour m'entendre. C'était juste pour dire que ce livre est vraiment tout à fait important, et nous avons de la chance de pouvoir écouter Eugène Rogan. Ok, je laisse la parole. Je me contenterai après peut-être de réagir un peu à quelques-unes de vos remarques, peut-être. Et puis ensuite, bien entendu, on aura un jeu de questions-réponses où chacun pourra s'exprimer. Alors Eugène, puisqu'on a dit qu'on s'appelait par nos prénoms, je vous en prie, à vous. Je vous remercie. Et je veux commencer en disant que je suis ravi de voir mon livre paraître aujourd'hui en français et d'avoir l'opportunité d'être avec vous ici à Paris, à Lima, dans cet magnifique cadre. Et je voudrais remercier alors M. Lang et les organisateurs ici à Lima, et surtout l'édition Perrin. C'est un plaisir d'être en compagnie de mon éditeur, et Florence et Rebecca, et je vous remercie tous. Aujourd'hui, l'idée c'est de mettre en contexte l'actuel dans son histoire, dans son passé. Et c'est pour ça que, comme titre, j'ai pris l'histoire du monde arabe à l'ère des révolutions. Et comme première proposition, je veux dire que pour tous historiens du monde arabe moderne, l'an 2011 va nous servir comme le début d'une nouvelle ère. Désormais, nous parlerons d'une avant 2011 et un après 2011. Et déjà, nous regardons notre sujet différemment. C'était le traducteur de mon livre, Michel Bessières, qui était le premier à me faire remarquer. Il me semble que votre introduction devrait être modifiée pour mieux réfléchir le printemps arabe, il m'a écrit, tout au début de notre collaboration. Et il avait raison. J'ai écrit le livre entre 2005 et 2008, à l'époque d'une domination américaine de la région sous l'administration néoconservateur du président George W. Bush, qui a provoqué un pessimisme profond à travers le Moyen-Orient. Et pour capter ce pessimisme, je me suis servi de l'analyse d'un journaliste libanais célèbre, Samir Kassir, comme point de départ. Mieux que tout autre intellectuel, Kassir a exprimé cette malheur arabe que marquait ce début du XXIe siècle. Samir Kassir rend compte des désillusions des citoyens arabes à l'égard des régimes corrompus et autoritaires de la région. Ce n'est pas un plaisir d'être arabe aujourd'hui, note-t-il. Sentiment de persécution pour certains,
haine de soi pour d'autres. Une anxiété profonde domine le monde arabe. Pourtant, nous n'avons pas toujours souffert d'un tel malaise, poursuit-il. Il compare cette affection du XXIe siècle avec deux périodes de l'histoire au cours desquelles les Arabes ont atteint ou ont tenté d'atteindre à la grandeur. Les 5 premiers siècles de l'islam, du 7e au 12e siècle de l'ère chrétienne, ont vu émerger les grands empires islamiques qui ont dominé la scène internationale. La présence arabe s'est étendue de l'Irak et de l'Arabie à l'Espagne et à la Sicile. Cet islam d'origine, époque révolue où les Arabes constituaient la première puissance géopolitique, est une source de fierté pour tous les habitants de la région. Mais il a aussi un sens particulier pour les islamistes, selon lesquels la grandeur des Arabes tenait au respect scrupuleux à la foi. Selon Samir Kassir, une seconde ère de grands espoirs dans le monde arabe commence au XIXe siècle. La renaissance culturelle du XIXe siècle, écrit-il, la célèbre Nahda, a été une période de lumière dans de nombreuses sociétés arabes. La Nahda a engendré une culture moderne laïcisée dans le monde arabe au XXe siècle. Historiquement, l'Égypte a été le 3e pays à se doter d'une industrie de cinéma, il a noté, tandis que du Caire à Bagdad, de Beyrouth à Casablanca, des peintres, des poètes, des musiciens, des dramaturges et des romanciers ont défini une nouvelle culture qui était arabe et vivante. La société a commencé à muer, l'éducation à se diffuser et les femmes ont abandonné le voile. La culture née de la Nahda a aussi influencé la politique. Au XXe siècle, s'émancipant du colonialisme et accédant à l'indépendance, les Arabes ont pu jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. À ce sujet, Samir Kassir égrène les exemples les plus notables. L'Égypte de Nasser, l'un des pôles de l'afro-asiatisme, puis de non-alignement. L'Algérie indépendante, montreur de conduite pour tout le continent africain, ou la résistance palestinienne qui, à son corps défendant, fit avancer le droit des peuples sans verser dans l'idéologie de la victimisation si répandue aujourd'hui. Samir Kassir, lui-même nationaliste laïque, déclare les réformes du 19e et 20e siècle, l'époque où les Arabes pouvaient se projeter avec optimisme dans l'avenir. À l'évidence, ce temps est révolu. Dans la première décennie du XXIe siècle, le monde arabe appréhende l'avenir avec un pessimisme croissant et la majorité de la population se détourne des conceptions laïques. Samir Kassir aborde ensuite les questions épineuses. Comment est-on passé au marasme actuel ? Comment déconsidère-t-on une culture vivante pour communier dans le culte malheur et de la mort ? Ces préoccupations sont celles qui partagent les intellectuels arabes et les milieux politiques occidentaux dans la décennie qui suit le 11 septembre 2001. À l'Ouest, au cours de cette période, nombreux sont ceux qui considèrent le plus grave menace posée à leur sécurité et à leur mode de vie vient du monde arabe et plus généralement du monde musulman, avec ce qu'on appelle la terreur djihadiste. Mais pendant cette même décennie, dans le monde arabe et musulman, tout aussi nombreux sont ceux qui estiment que c'est l'Ouest qui pose la plus grande menace à leur sécurité et à leur mode de vie. Des deux côtés, les protagonistes peinent à percevoir la relation qui existe entre la stagnation et la frustration arabe, d'une part, et la menace terroriste
qui inquiète les démocraties occidentales d'une autre. Si les milieux politiques et intellectuels occidentaux souhaitent trouver des remèdes aux maux qui affligent le monde arabe, il est indispensable qu'ils tiennent compte de l'histoire en lui prêtant toute l'attention qu'elle mérite. Trop souvent à l'Ouest, l'histoire est tenue pour quantité négligible. Comme l'écrit le chroniqueur politique George Will, quand les Américains disent de quelque chose « that's history », c'est du passé. Ils veulent dire que cela ne compte pas. Mais rien n'est moins vrai. Du fait, les Occidentaux devraient faire l'effort à se mettre à la place des Arabes et tenter de comprendre comment ils ont perçu et vécu leur histoire. Une telle attitude leur éviterait de reproduire les erreurs passées. Un exemple illustrera cette thèse. Au cours des siècles, les conquérants venus de l'Ouest ont tenté de légitimer leur incursion dans le monde arabe au nom d'une mission émancipatrice. En 1798, lors de l'expédition d'Égypte, Bonaparte a fait diffuser une proclamation par laquelle il assure les Égyptiens de ses bonnes intentions. « Égyptiens, affirme-t-il, on vous dira que je suis venu pour détruire votre religion. Ne le croyez pas. Répondez que je suis venu vous rétablir dans vos droits, châtier les usurpateurs et que je respecte Dieu, son prophète et le Coran. » On le voit. Le jeune général tient à convaincre les Égyptiens qu'il envahit leur pays pour les libérer et défendre la cause de l'islam, et non pas pour promouvoir les intérêts géostratégiques de la France aux dépenses du rival britannique. Loin de ça. Les Égyptiens ne vont pas s'y laisser prendre. On doit à Abdelrahman el-Jabarti, le grand intellectuel qui wrote à l'époque, une chronique remarquable de l'invasion française. El-Jabarti commente avec lucidité sur la proclamation de Napoléon Bonaparte. El-Jabarti refuse tout crédit à cette déclaration de respect pour l'islam, pour son prophète et pour le texte révélé. Il qualifie par contre la proclamation de Napoléon d'un dérangement de son esprit et d'excès de sottise. Ils ne sont pas fous, ces Égyptiens. Bonaparte n'est pas le seul à mettre en avant un désintéressement ostentatoire. On retrouve l'écho de sa bonne foi candide dans la proclamation du lieutenant-général Sir Stanley Maude, quand en mars 1917, dans le cadre des opérations de la Première Guerre mondiale, il entre dans Bagdad à la tête d'une force d'occupation. L'officier affirme que son corps expéditionnaire s'est emparé de la Mésopotamie pour chasser l'ennemi ottoman des territoires arabes. Nos soldats ne viennent pas dans vos villes et vos campagnes en tant que conquérants, animés par des sentiments hostiles, mais en tant que libérateurs. Depuis les ravages de Hulagu Khan, vos citoyens ont souffert des tyrannies des étrangers. Vos pères et vous-même m'avez récriminé contre ce joug. Ce Stanley Maude promet alors l'aide de la Grande-Bretagne au peuple irakien pour accéder à l'autonomie. Les engagements pris par les Britanniques en 1917 ne vont pas favoriser l'indépendance à Bagdad, puisque les promesses de Bonaparte n'avaient émancipé l'Égypte en 1798. Un an plus tôt, c'est-à-dire en 1916, la Grande-Bretagne s'est entendue avec son allié français pour le partage du monde arabe. Ce Stanley Maude prend le contrôle d'un territoire que la Grande-Bretagne est bien décidée à ajouter à son empire. La promesse d'autonomie est très vite reniée. Et en 1920,
les frustrations accumulées du côté irakien débouchent sur un soulèvement national. À Najaf, un avocat lance El-Istiklal, un journal dont l'existence sera éphémère. C'est dans ces colonnes, en octobre 1920, qu'il revient sur l'engagement inconséquent pris par ce Stanley Maude. Il écrivait « Pendant que nous attendions patiemment la concrétisation des promesses qui nous avaient été faites, nous avons bien dû constater que les officiers britanniques nous privaient de nos droits et supprimaient notre indépendance. Nous avons donc décidé d'exiger la satisfaction de nos droits naturels légitimes et de rappeler au gouvernement qu'il devrait tenir ses promesses par les voies légales et correctes. Les officiers britanniques ont répondu par une répression démesurée, tentant ainsi de miner les initiatives prises pour obtenir nos droits légitimes. La révolte irakienne de 1920 est étouffée, bien entendu, par des moyens violents. L'Irak est ensuite placé sous administration coloniale directe pendant 12 ans, puis reste sous contrôle officieux britannique jusqu'au renversement de la monarchie en 1958. Ça devient encore mieux. En 2003, quand le président George W. Bush prépare la guerre en Irak, destinée à libérer la population de la tyrannie du régime de Saddam Hussein, un scénario familier aux Arabes se rejoue. Les invocations à la liberté habillent une politique d'occupation brutale. Envahir un pays est condamnable, mais faire insulte à l'intelligence d'un peuple revient à pousser le vice encore plus loin. Ce jour de décembre 2008, où le journaliste irakien Muntadhar al-Zaidi lance ses chaussures en direction du président Bush lors d'une conférence de presse à Bagdad, son geste traduit une indignation largement partagée. « Tiens, voici un baiser d'adieu, chien !» crie Muntadhar al-Zaidi en lançant sa première chaussure. Et ceci de la part des veuves, des orphelins et tous ceux qui sont morts en Irak, ajoute-t-il en projetant sa deuxième chaussure. Arrêté et condamné à l'issue d'un procès, le journaliste n'en devient pas moins aussitôt un héros dans tout le monde arabe pour avoir affirmé devant l'homme le plus puissant de la planète que les Irakiens savent faire la différence entre libération et occupation. Le geste de Muntadhar al-Zaidi et la sympathie qui lui vaut reflètent une colère et une frustration nées d'un double constat d'impuissance. Les Irakiens ne sont jamais parvenus à se débarrasser par eux-mêmes d'un tyran tel que Saddam Hussein. Ils n'ont jamais réussi à empêcher les puissances étrangères d'envahir leur pays et de changer leur régime en place pour satisfaire des motivations qui leur sont propres. Nous retrouvons ici le malaise arabe tel que Samir Kassir en établit le diagnostic. L'impuissance, sans conteste, est l'emblème du malheur arabe aujourd'hui. Impuissance à faire taire le sentiment que vous n'êtes plus que quantité négligeable sur l'échiquier planétaire quand la partie se joue, même chez vous. Ne parvenant pas à atteindre les objectifs qui se sont fixés dans le monde moderne, les Arabes se voient comme les pièces d'un jeu international contraints de suivre les règles définies par d'autres. Ce phénomène n'est pas entièrement nouveau. Dans une large mesure, les Arabes ont négocié leur entrée dans la modernité en se pliant aux règles établies par les grandes puissances de la période. De ce point de vue, l'histoire arabe moderne commence avec la conquête ottomane au XVIe siècle, première intrusion d'une puissance extérieure dans la région. Les empires coloniaux européens, puis les deux superpuissances de la guerre froide, ont prolongé l'état de subordination du monde arabe. Après 5 siècles de soumission successive,
les Arabes aspirent à prendre en main leur destin, comme ils l'ont fait pendant les 5 premiers siècles de l'islam. Or, jusqu'au printemps arabe de 2011, la plupart des Arabes estimaient que se réapproprier leur destin était un objectif hors d'atteinte. Si l'on appréhende l'histoire du monde arabe à travers le prisme des régimes qui ont dominé la région à l'époque moderne, on distingue 4 périodes distinctes ou successives. L'ère ottomane, l'ère coloniale européenne, l'ère de la guerre froide et l'âge actuel de domination américaine et de mondialisation. Au cours de ces différentes périodes, la souveraineté et les marges de manœuvre dont dispose le monde arabe suivent une courbe fluctuante. En effet, constater que la région est soumise à la domination de l'extérieur ne signifie pas que les Arabes ont été les sujets passifs d'une marche au déclin continu. Loin de ça. L'histoire arabe au temps moderne obéit à une dynamique vigoureuse, ponctuée de réussites et d'échecs, dont les peuples de la région ont été les acteurs conscients. Ils ont fait jouer les règles quand les règles leur favorisaient et quand ils pouvaient tirer davantage. Ils les ont subvertis quand elles entravaient leurs projets et ils ont payé le prix fort chaque fois qu'ils se sont dressés contre les puissances dominantes de la période. De fait, ils ont bénéficié d'une plus grande marge de manœuvre chaque fois que plusieurs puissances dominantes étaient en concurrence. Pendant l'ère coloniale, les Arabes ont saisi chaque occasion d'exploiter les rivalités franco-britanniques, toutes comme ils ont joué alternativement la carte soviétique ou américaine pendant la guerre froide. Mais à chaque grand tournant de l'histoire, lié au déclin des acteurs dominants et à la redistribution de la puissance mondiale, ils ont dû revoir leur stratégie jusqu'au moment où ils acquéraient la maîtrise des nouvelles règles. Si ces phases de transition ont toujours paru grosses de promesses, l'expérience a montré que la propension des puissances émergentes à dominer la région a été plus implacable avec chaque nouvelle ère. Alors, suivant cette logique, notre ère de domination américaine, où la dernière surpuissance mondiale agit à sa guise, devrait être la période la plus angoissante de toute l'histoire arabe contemporaine. En effet, jamais dans les temps modernes, les règles n'ont été aussi défavorables au monde arabe que celles apparues à l'ère de la domination américaine unipolaire. On peut même affirmer que la décennie ouverte par les attentats du 11 septembre et refermée par le printemps arabe en 2011 a été la période la plus sombre de l'histoire arabe moderne. La guerre contre le terrorisme, la guerre en Afghanistan, la guerre d'Irak nous sert comme point de repère dans la chute collective du monde arabe musulman. Les perspectives d'avenir, telles qu'elles apparaissaient alors, ont suscité un pessimisme sans précédent dans chaque pays, dans la région et à l'échelle internationale. Pour comprendre les origines des révolutions et mouvements populaires arabes de l'an 2011, il faut comprendre les pressions sur lesquelles les Arabes ont vécu dans les années précédentes. L'historien n'était pas mieux placé pour prédire les derniers événements, mais il est peut-être plus apte à les expliquer. L'irruption des révolutions arabes de 2011 surprend le monde entier. Pourtant, depuis quelques années déjà, dans divers pays de la région, l'affleurement des puissants courants souterrains laissait entrevoir les aspirations au changement. Dès l'orée du XXIe siècle, le contrat social traditionnel est rompu. Depuis les années 50, les régimes dictatoriaux s'engageaient à satisfaire les exigences sociales élémentaires de la population
en échange de l'exercice d'un monopole politique absolu. Au moment où le monde entre dans un nouveau siècle, aucun d'entre eux, hormis les plus riches des pays producteurs de pétrole, ne parvient plus à tenir à ses engagements. Il faut appartenir au cercle restreint des familiers du pouvoir pour participer au partage de bénéfices. En 2 décennies, les inégalités se creusent entre pauvres et riches jusqu'à atteindre un niveau alarmant. La seule réponse au mécontentement populaire, les difficultés économiques, est le durcissement des méthodes répressives. Pire encore, ces dictateurs qui défendent leurs privilèges contre les revendications de la rue cherchent à préserver la mainmise familiale sur le pouvoir qu'ils ont accarpé en organisant leur succession dynastique. On voit ainsi les potentats vieillissants préparer un fils pour la relève. Ces régimes faillis ont non seulement rompu le contrat social arabe, mais ils mettent tout en œuvre pour se perpétuer. C'est en Égypte que les tensions sont les plus manifestes. En 2004, un groupe de militants forme le mouvement égyptien pour le changement, aussi appelé Kifaya, c'est-à-dire assez. Il dénonce l'inamovibilité de Hosni Moubarak et critique l'ascension de son fils Gamal, qui fait déjà figure de dauphin désigné. Cette même année, Ayman Nour, un élu indépendant au Parlement égyptien, fonde le parti RAD, c'est-à-dire Demain. En 2005, il gagne la sympathie de l'opinion quand il ose se présenter à l'élection présidentielle contre Hosni Moubarak. Mais cette audace lui coûtait cher. Accusé sans preuve convaincante de fraude électorale, il est condamné à 3 ans de prison. En 2008, les opposants plus jeunes, familiers des réseaux informatiques, créaient le mouvement de la jeunesse de 6 avril, qui défend les revendications ouvrières sur sa page de Facebook. Et à la fin de l'année, le groupe compte plusieurs dizaines de milliers de membres dont beaucoup n'ont jamais eu aucun engagement politique antérieur. Les choses étaient en train de changer en Égypte. Et ces mouvements de contestation ne sont pas de taille à rivaliser avec le régime en place. Lors des élections législatives organisées à la fin de 2010, le scrutin le plus entaché de fraude de l'histoire égyptienne, selon tous les observateurs, le Parti national-démocrate, c'est-à-dire le parti dominant, s'assure 80% des sièges au Parlement. Tout le monde estime que le président vieillissant a besoin d'une assemblée complaisante pour préparer l'accession de son fils au pouvoir. Une majorité d'Égyptiens se réfugient dans l'abstention, privant le Parlement de toute prétention à la représentativité. Ailleurs dans le monde arabe, d'autres dictatures imposent les mêmes frustrations à leur peuple, les contraignent à vivre comme les Égyptiens sur une chape de plomb étouffant qui brille de toute expression. Être arabe dans la première décennie du XXIe siècle n'a rien de plaisant, notait justement Samir Kassir. Comme je viens de dire, certains se sentent persécutés, d'autres vivent dans la haine de soi. Une profonde inquiétude travaille le monde arabe, écrivait Kassir. Cette inquiétude qui n'en finissait pas par plonger ses racines dans toutes les couches de la société et de pousser ses surgenres de pays en pays, a fini par déclencher l'explosion révolutionnaire de 2011. En 2011, alors que se referme la pire décennie de leur histoire dans le temps moderne, les Arabes ouvrent un nouveau chapitre. Les conflits majeurs de la décennie écoulée, c'est-à-dire la guerre contre le terrorisme et la guerre d'Irak, viennent de se conclure. Le 2 mai 2011, un commando de force spéciale de l'armée américaine tue Osama Bin Laden dans une résidence fortifiée
où il se cache. Le chef d'orchestre des attentats de l'11 septembre ne nuira plus. En décembre de la même année, le départ d'Irak des dernières troupes américaines met fin à 9 années de guerre et d'occupation. Mais pour décisifs qu'ils soient, ces deux événements sont relativisés par le surgissement de mouvements populaires qui défient les régimes autoritaires du Proche-Orient et réussissent à chasser les dictateurs en place de l'Afrique du Nord à la péninsule arabique. Avec les révolutions de l'an 2011, le monde arabe entrant dans une nouvelle ère de mobilisation citoyenne pour les droits démocratiques et politiques. En poursuivant ce but commun, les populations réaffirment leur dignité. La Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen, le Bahreïn, la Syrie. Ces 6 révolutions, abouties ou non, marquent le réveil arabe et entraînent une reconfiguration radicale de la carte politique de la région. Dans la conclusion de l'édition originale de mon livre, en 2009, je notais « Il revient aux Arabes d'assumer la responsabilité de leur avenir, de prendre les initiatives qui leur permettront de jouir des droits individuels, de se doter de gouvernements responsables, de bénéficier de la sécurité et de la croissance économique. » Les Arabes ont bien pris leurs affaires en main. Le courage dont ils ont fait preuve face au pouvoir en place pour promouvoir les droits humains et les libertés politiques invalide à jamais le mythe selon lequel la civilisation arabe et plus généralement le monde musulman serait réfractaire aux valeurs démocratiques. Mais il se trouve face aux nouveaux défis. En effet, les nouvelles démocraties du monde arabe font face à 3 défis. Peut-être plus que 3, mais je vais compter 3. Le premier concerne la composition du gouvernement sous la direction des islamistes. De ce point de vue, les premiers signes sont mixtes. En Tunisie, comme on a vu, le parti majoritaire Ennahda a choisi de former une coalition avec 2 partis démocratiques laïques. En Égypte, les partis coptes et laïques boycottent presque toute initiative du gouvernement du président Mohamed Morsi et restent méfiants des intentions des frères musulmans en politique. La politique en Yémen et en Libye reste en flux. Et les insurgés à Bahreïn et en Syrie sont loin de réaliser leur but. Il reviendra aux représentants élus de relever le deuxième défi, rédiger une constitution intégrant les principes de cette nouvelle ère démocratique à laquelle puissent adhérer tous les composantes de la société, hommes et femmes, majorité et minorité ethnique et religieuse, croyants et, oui, même mécroyants. De plus, Tunisiens et Égyptiens peuvent tirer de nombreux enseignements de l'expérience des démocraties plus anciennes concernant la séparation des pouvoirs entre instances législatives et exécutives, l'indépendance du pouvoir judiciaire ou la liberté de la presse. À l'évidence, ils introduiront aussi des innovations qui reflèteront des valeurs et des priorités propres au monde arabe. C'est normal. Du fait de l'influence considérable des partis islamistes dans les nouveaux gouvernements de la région, la place de l'islam dans le domaine judiciaire, dans la politique et dans la société fait l'objet de débats enflammés. En Égypte, la manière que le gouvernement du président Morsi passait la nouvelle constitution ne servait qu'à polariser les tendances politiques dans le pays. En Tunisie, l'Assemblée constitutionnelle mène à un processus plus légitime, en consultation avec l'électorat. Peut-être nous pouvons attendre le meilleur des résultats
dans le premier pays des révolutions arabes. Je vraiment compte sur la Tunisie pour être à l'avant-garde de réaliser le niveau plus élevé constitutionnel et servir comme role model pour tous les autres pays arabes. Pourtant, les rédacteurs des constitutions tunisiennes et égyptiennes portent une lourde responsabilité. Ils vont établir les normes auxquelles se référeront les populations d'autres pays arabes quand elles se débarrasseront à leur tour des pouvoirs dictatoriaux et instaureront des régimes démocratiques. Enfin, le troisième défi propre à cette nouvelle ère de pluralisme politique dans le monde arabe se présentera à l'occasion de futures consultations électorales, lorsque les partis au pouvoir remettront leur position en jeu au risque de perdre la majorité. Si tous les acteurs politiques se plient aux règles constitutionnelles et acceptent le choix souverain des urnes, alors les révolutions de 2011 auront atteint leur but. Toute tentative de pervertir les règles est susceptible de provoquer une réaction populaire. Comme l'ont souvent répété les insurgés égyptiens, et ils connaissent désormais le chemin de la place Tahrir. Alors, le monde arabe s'est engagé sur une nouvelle voie en 2011. Et c'est ça le point de départ de mon conférence ce soir, et c'est là où je voudrais finir. Le crépuscule est tombé sur 6 décennies de régimes dictatoriaux, mis en place après les révolutions arabes des années 50 et 60. Les évolutions suivront un rythme propre à chaque situation. Mais à mon avis, aucun pays arabe n'échappera aux pressions en faveur des réformes politiques et de la responsabilité des élus. Mais ça va plus loin. Le courage et l'obstination dont les populations ont fait preuve pour renverser les dictatures en Tunisie, en Égypte, en Libye comme en Yémen, et qu'on a essayé au Bahreïn, et comme ils essaient toujours en Syrie, et d'ailleurs, leur ont coûté très cher. À la fin de l'an 2011, plus de 33 000 personnes auraient laissé la vie dans la lutte pour la liberté, et bien d'autres ont été blessés, ont perdu leur toit ou leur gagne-pain. Aujourd'hui, nous comptons plus que 70 000 de morts en Syrie toute seule. Et la lutte continue. À travers ces épreuves, les Arabes ont acquis le respect du monde entier. C'est un grand changement, la manière qu'on parle du monde arabe à partir de 2011. En octobre 2011, Tawakkul Karman, une Yéménite de 32 ans, militante des droits humains, a été l'une des 3 femmes récompensées par le prix Nobel de la paix pour son rôle décisif dans la lutte pour les droits des femmes, la démocratie et la paix au Yémen, aussi bien avant que pendant le printemps arabe. Et en décembre 2011, l'Union européenne a décerné le prix Sakharov à 5 militants du monde arabe. Il y avait le marchand ambulant tunisien, Mohamed Bouazizi, qui, par son immolation, a inauguré l'année des révolutions arabes. L'avocate syrienne Razan Zetouni et son compatriote, le caricaturiste Ali Farzad, la militante égyptienne du mouvement de 6 avril, Asma Mahfouz, et le dissident libyen, Ahmed As-Sanoussi. Et dans son bilan rituel de l'année, Time Magazine met en couverture la personnalité qui a le plus compté. Et pour l'an 2011, le magazine américain a choisi le personnage générique de l'insurgé. L'insurgé a connu beaucoup d'avatars dans le monde en 2011, mais sa référence reste l'acteur du printemps arabe. Les manifestations de masse à Djibouti, à Luanda, au Burkina Faso ou au Swaziland ont été des contre-coups des soulèvements dans le monde arabe. Les dissidents chinois se sont inspirés de l'exemple arabe. Les jeunes Espagnols qui ont occupé la Puerta del Sol à Madrid l'ont baptisé Plaza Tahrir. Israël
Imaginez, Israël est influencé par les Arabes de manière positive. Israël, l'Inde, le Chili s'inscrivent dans la longue liste de pays où les manifestations ont adopté le modèle des mobilisations citoyennes arabes. Le mouvement Occupy Wall Street à New York, ou son équivalent londonien, ont subi l'influence du mouvement égyptien. Selon une déclaration d'un indigné new-yorkais, le printemps arabe a inspiré notre tactique. On occupe un espace et on s'y accroche aussi longtemps que nécessaire. C'est magnifique. Pendant 5 siècles, les Arabes ont dû s'adapter au monde moderne en se pliant à des règles imposées par les autres. En 2011, ils ont rompu avec le sentiment de n'être que rien de plus qu'un petit pion sur l'échiquier mondial, que décrivait Samir Kassir si élégamment en 2004. Après cette première année de la Révolution, et on se retrouve dans la 3e année, les Arabes vont sans doute aspirer à des nouvelles libertés chez eux et à une plus grande reconnaissance internationale en prenant leur part dans les évolutions si rapides au monde du XXIe siècle. Merci. Bien, comme on l'avait dit au tout début, je vais me permettre de réagir un peu à ce que vous avez dit, mais aussi brièvement que possible, parce que je crois que l'important, ce serait qu'on vous entende répondre aux questions. Mais je voudrais quand même faire deux, trois remarques sur votre exposé. Et moi, j'ai le sentiment que, et je le partage, disons dans un horizon lointain, je partage votre optimisme. Et quand vous parlez de valeurs démocratiques, moi je pense que à terme, vous avez raison, je pense que nous sommes dans un processus qui sera sans doute long et douloureux, mais qui devrait nous conduire les peuples arabes vers effectivement une démocratie qui sera la démocratie qu'ils auront construite. Je crains cependant que lorsqu'on parle des Arabes de cette façon, on a tendance peut-être à laisser de côté des contradictions très fortes, des contradictions multiples, lourdes, et que le fait d'aller vers l'idée qu'on veut aller dans une démocratie ne doit pas cacher les obstacles et aussi tout ce qui s'est passé depuis si longtemps. Si je devais résumer dans une formule un peu excessive, un peu raccourcie, je dirais nous sommes en 2013, puisque je suis devant un historien qui va pouvoir me démolir ce que je dis, moi, le prof de sciences politiques, je dirais que nous sommes en 1920. Nous sommes en 1920. Nous sommes en 1920 parce que finalement, c'est une image, je vous rassure, mais c'est l'idée qu'au fond, en 1920, c'est-à-dire en 1918, 19, 20, 21, enfin, cette période-là, l'Occident, et en l'occurrence les Européens, parce que les Américains finalement sont absents alors qu'ils étaient présents, mais finalement ils ne signent pas le traité de Versailles, et donc ils ne participent pas à la construction du Moyen-Orient de cette époque. Et on a le sentiment qu'en 1920, on importe au Moyen-Orient une forme politique, une formule politique, qui n'est absolument pas en adéquation avec la formidable complexité de cette région. On passe d'un empire, l'Empire ottoman, avec tout ce que ça peut impliquer comme chose positive, mais aussi comme chose moins positive, quelquefois tragique, et on installe des États. Et quand on dit État, ça veut dire l'idée qu'on découpe des territoires et qu'on impose sur ces territoires un pouvoir, sans du tout prendre en compte la multiplicité des communautés, des identités, pour faire bref. Et on impose ainsi, l'Europe, la France, la Grande-Bretagne va imposer des découpages. L'Irak est une construction européenne, britannique. Et si on va un peu plus loin, l'Irak, c'est tout de même une construction qui s'est faite avec les fameux accords Sykes-Picot, mais en plus, quelque temps après, en novembre 1918, c'est Lloyd George et Georges Clemenceau qui négocient ensemble pour savoir ce qu'on va faire du nord de l'Irak. Et finalement, ce nord de l'Irak qui était dans la partie française va devenir dans la partie britannique et donc l'Irak. Donc nous avons là une importation qui va
déstabilisé beaucoup, et je pense que nous sommes toujours dans cette partie-là. Et quand vous avez évoqué la révolte de 1920 en Irak, mais je pense qu'on pourrait faire le tour du Moyen-Orient et voir toutes les révoltes de cette période. En 1925 en Syrie, plus tard en Palestine. Bref, l'imposition de ces formes politiques ont produit des révoltes partout, à différents moments. Des révoltes qui étaient quelquefois très séquencées, très segmentées. Je pense à la révolte druze en Syrie en 1925, mais qui en même temps a une dimension nationale. Et donc on est dans cet effort d'un certain nombre de segments de la population pour essayer de s'affirmer. Et en fait, ils sont étouffés. Ils sont étouffés, et la colonisation, sous toutes ses formes, va produire un système qui va conduire à des indépendances. Et des indépendances où, c'est pour ça que la formule les Arabes me pose question, parce qu'à un moment donné, l'indépendance va être confisquée à son tour. Autrement dit, là où à un moment donné les peuples auraient pu prendre possession de leur destin, on impose des pouvoirs dictatoriaux. Ce qui se passe en Syrie, pour moi, n'est pas un événement. Je veux dire, c'est presque emblématique d'une forme de régime politique. C'est-à-dire qu'on a eu dans le monde arabe au Moyen-Orient des régimes politiques entièrement arc-boutés sur une domination pratiquement totalitaire, Saddam Hussein et bien d'autres. Et quand on voit ce que ce pouvoir actuel est capable de faire, il faut essayer de comprendre ce qu'il était capable de faire quelques années plus tôt. Là, on a en quelque sorte le pouvoir dans sa nudité brutale, et que donc les contradictions, elles sont loin d'être réglées. Par ailleurs, quand on dit les Arabes, malheureusement, il y a aussi de formidables contradictions au sein même des Arabes et en termes identitaires. Vous démarrez votre livre avec l'attentat contre Hariri en février 2005. Et c'est très intéressant parce que, bon, alors qui est le responsable de cet assassinat ? On pourrait ouvrir un débat compliqué, mais il n'empêche que on sait bien que le Liban est dans une situation structurellement conflictuelle depuis fort longtemps, que l'Irak aujourd'hui est dans une situation conflictuelle qui est liée bien entendu à sa situation d'occupation pendant des années, et bien avant il y a eu l'embargo à partir de 91, donc une situation tragique, mais il y a aussi fondamentalement des différences en Irak, et c'est en ce sens où je dirais aussi nous sommes en 1920, les sunnites, les chiites, les Kurdes ils se sentent irakiens certainement, mais en même temps ils ont rêvé d'un État kurde en 1920. Donc on a ces contradictions-là qui sont, cette fois-ci, je dirais, inhérentes aux Arabes eux-mêmes. Alors, je vais être bref, sinon j'en ai... Mais ça, c'est le premier. Donc, les contradictions. Et quand vous parlez de 3 défis, pour rester dans mes contradictions, j'en rajouterai un qui est quand même fondamental aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, le premier défi par rapport à ce problème de cette tension entre islamistes et non-islamistes, le problème de la Constitution, le problème de ce que vous n'avez pas dit comme ça, mais ça revient au même, la question de la réalité du principe de libre alternance des majorités. Est-ce qu'on va y arriver ? Vous avez tout à fait raison là-dessus, bien entendu, je vous rejoins, mais il y a en plus un défi économique considérable. Un défi économique, j'étais encore en Égypte il n'y a pas longtemps, mais c'est terrible, la situation de l'Égypte, c'est terrible, je ne parle pas de la Syrie, la situation économique de la Syrie doit être catastrophique. Bref, nous sommes dans des défis économiques où les gens physiquement ressentent ça. Alors, je m'arrête là pour ces contradictions, je pourrais continuer comme ça, juste en faisant non pas une conclusion, mais une remarque. C'est pour ça que je serai dans la contestation relative de l'idée de mobilisation citoyenne. Malheureusement, la mobilisation citoyenne est traversée de contradictions multiples des identités, des contradictions sociales et économiques, qui fait que la mobilisation citoyenne, en dehors de certains segments des populations, elle est beaucoup plus complexe que ça, malheureusement, et je crains qu'on ait beaucoup de travail à faire. Ça, c'est, disons, un premier bloc. Puis le deuxième bloc, dans les 2 heures qui me restent, rassurez-vous, c'est juste sur la question de l'ingérence. La question de l'ingérence, alors là, je vous rejoins 1000 fois. C'est-à-dire que c'est une région qui a sans arrêt connu de multiples ingérences, l'Empire ottoman, mais c'était une ingérence très particulière. Mais ensuite, bien entendu, l'Europe. Et puis, il y a eu le moment américain. Et ce moment américain, moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être vers sinon la fin du moment américain, peut-être la fin d'une période. J'ai le sentiment que les États-Unis se désengagent du Moyen-Orient pour 1001 raisons. Obama, clairement, veut retirer ses troupes d'Afghanistan. Il l'a fait
au 31 décembre 2011 pour l'Irak. La question israélo-palestinienne, c'est pas son problème, manifestement, même si John Kerry va faire de multiples navettes, mais je suis assez pessimiste. Donc, j'ai le sentiment, d'autant plus que la dimension pétrolière des États-Unis, avec le gaz de schiste aux États-Unis, va sans doute aussi faire que, si vous regardez les courbes, la dépendance énergétique des États-Unis est en train de baisser à toute allure, vraiment à toute allure, à un horizon 2018-2020. Donc on est sans doute dans un moment différent, mais il n'empêche que la prégnance de ces dominations extérieures est tout à fait considérable. Mais je dirais que les Arabes aussi ont leur part de responsabilité et les contradictions que j'évoquais ont la leur. Puis je dirais un mot, mais juste comme ça, dans les 30 secondes que je me donne et après j'arrête, c'est sur l'Europe. Et je voudrais dire à quel point les Européens sont dans une débandade totale. Une débandade totale. Et que si on devait en parler des Européens, il faudrait commencer par s'arrêter et faire une minute de silence, quoi. Une minute de silence pour dire à quel point les Européens tournent le dos à leurs responsabilités, à leur histoire, dans tous les domaines. S'agissant du Moyen-Orient, ils osent rien sur la question israélo-palestinienne, qui, dans votre livre, vous la placez comme centrale. C'est vraiment central et vraiment c'est très important. À l'égard de la Syrie, c'est des déclarations et personne ne bouge. Enfin, on est vraiment on a un repli américain et on a, pardonnez-moi de la formule un peu violente, juste pour conclure, la débandade européenne, vraiment. Voilà. Donc c'était quelques remarques, mais je n'aurais plein d'autres, mais voilà, je vais quand même pas monopoliser sous prétexte que je suis dans cette situation privilégiée, donc je me tais et je passe la parole à qui la veut. Monsieur, je vous en prie. Oui, c'est très intéressant, mais moi je suis un peu resté sur ma faim, parce que j'avais l'impression que vous avez fait un pain arabe, hein, mais en fait, pour employer un mot anglais, c'est plutôt un sandwich, parce que entre l'expansion arabe du début et ce qui est plus récent jusqu'à 1923, je dirais, parce que c'est 23, c'est la signature de la fin de la guerre pour les Turcs. Pas 1918, 1923. Bien, il y a eu plusieurs siècles d'une domination turque qui s'est quand même étendue jusqu'à Vienne, hein, et qui a couvert toute la surface de la Méditerranée. Alors, voilà, c'est un sentiment que je vous donne. On va prendre 2-3 questions, puis on reviendra vers Eugène. Comment ? Je crois que c'était une remarque, surtout. Oui, je m'adresse allez-y, monsieur. À Michel Rocan. Bien sûr, c'est lui qui... Bon, je vous félicite pour votre exposé. Mais néanmoins... Vous parlez dans le micro, monsieur. Oui, mais néanmoins, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est que vous avez mis sur le même niveau le mouvement révolutionnaire en Tunis, en Égypte notamment, et puis la Syrie. Or, il me semble qu'en Syrie, bien qu'il a un dictateur qui réunit les mêmes caractéristiques que les deux dictateurs précédents, je crois que une intervention militaire, pas militaire, politique de monarchie de Golfe, également avec le soutien des États-Unis, il ne faut pas l'éluder, car, comme expliqué sinon, l'envoi des mercenaires par ces monarchies, également comme justifier les subventions des Américains, également à cette armée de libération de la Syrie. Donc je crois qu'il aurait fallu que vous, avec vos connaissances, puissiez nous apporter des éléments de compréhension, car évidemment, ça ne lève en rien dans cette observation le fait qu'il y a des éléments de peuples qui se sont joints à cette armée de libération. Mais c'est vraiment quelque chose de très composite, hétérocycle. On ne peut pas les comparer vraiment à la révolution de la place Tahrir, ni non plus à la révolution du peuple tunisien, qui ont écrit une page de l'histoire de l'humanité. Et puis, excusez-moi aussi, ça c'est pour vous. Vous avez parlé des engagements américains, c'est vrai, je suis d'accord, des engagements militaires, mais pas politiques.
Sinon, comment expliquer que les Américains subventionnent à l'auteur de 3 milliards de dollars annuels au Mohamed Morsi, la même somme, je crois, qui est donnée au dictateur Moubarak. Il paraît aussi, c'est quoi celle-là? Il paraît aussi que le lendemain de l'élection de Mohamed Morsi, Hillary Clinton s'était déplacée avec une délégation au Caire pour dicter quelque sorte les conditions au nouveau président. Donc voilà, je crois que on était un peu, je sais pas, disposé un peu trop optimiste. Bien Alors, que tout ce qui a été dit, je sais pas si c'est terminé, non? Oui, bien sûr, terminé, monsieur. Ben, voilà. Mais posez votre question, comme disait l'autre. Bon, mais la question, c'est tout simplement que j'aurais aimé que soit clarifié. Enfin, moi, j'attendais, c'est pour ça que je suis venu, parce que c'est assez confus. J'ai discuté avec des gens, des amitiés, etc. Et bon, mais il ressort toujours le problème de la Syrie. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la Syrie, ce mouvement révolutionnaire, et puis le mouvement révolutionnaire de la Tahrir, par exemple. Voilà, okay. Merci. Merci, monsieur. Alors, une troisième question, monsieur au fond, s'il vous plaît. Mais pas trop long pour que chacun puisse s'exprimer, d'accord? Dense et bref. Merci pour les interventions. J'avais une question, j'ai pas le nom du monsieur, excusez-moi, il m'échappe. Mais concernant l'histoire des pays arabes depuis 1500 jusqu'aux révolutions qu'on a connues en 2011, est-ce que vous pensez pas que, entre guillemets, on se drape dans les droits de l'homme, notamment dans les questions d'ingérence, pour apporter finalement une forme de néocolonisation, et est-ce que c'est pas le risque fondamental de kidnapper ces révolutions aux citoyens de ces pays qui les ont fait de haute lutte, et finalement de leur confisquer ce à quoi ils aspirent, à savoir devenir des citoyens à part entière et faire écouter leur voix. Et mon autre question, c'est également, on a pu voir que les pays occidentaux dans leur majorité ont joué sur les divergences soit ethniques, soit claniques dans ces pays-là. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on assiste aussi encore à un jeu qui consiste à s'appuyer sur l'islam sunnite en porte-à-faux par rapport à l'islam chiite, notamment avec l'influence du Qatar, notamment avec certains pays qui financent, et on le sait, c'est de notoriété, certains mouvements dans ces pays-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est déjà dans quelque chose qui est en train de piper les dés de ces révolutions? Bien, je vous remercie. Merci. 3 questions, je pense que je vous redonne la parole. Il y a beaucoup à dire. Ça, j'imagine. Ouais. D'abord, avec les premiers commentaires, je crois que je n'ai pas beaucoup à dire, sauf que j'avoue que l'importance de l'époque ottomane joue sur la formation de la politique et la culture politique du monde arabe. Et c'est pour ça qu'il fallait commencer en 1500. Et il ne fallait pas découper l'époque ottomane en cherchant à travailler sûrement sur la période des réformes du 19e siècle. Où il fallait remonter jusqu'au début pour montrer que les relations entre les Arabes et les Ottomans n'étaient pas figées. C'était quelque chose de dynamique qui a changé à travers les siècles. Et le point où ils arrivaient jusqu'à la fin de leur relation avec les Ottomans. Et c'était pas exactement une domination ottomane. Je dirais plutôt, ils faisaient partir d'un empire ottoman. Et au point où ils sont arrivés jusqu'à la fin, c'était sans doute le pire de relations qu'ils ont connues avec les Turcs, surtout pendant la Première Guerre mondiale. Mais en sortant de l'Empire ottoman, les nouveaux pays du Moyen-Orient ont été tellement influencés, et tous les hommes de politique étaient formés dans le système ottoman et tout ça, que ça a resté une influence importante jusqu'à l'époque des révolutions des années 50 et 60. Ça joue un rôle très important dans le livre, et j'espère que vous aurez l'opportunité de le lire. Monsieur avait posé une bonne question sur les différences entre l'expérience de la Tunisie et l'Égypte d'un côté et la Syrie de l'autre. Et est-ce que c'est responsable et raisonnable de faire une comparaison entre ces extrêmes? Je dirais tout de suite que non. Et c'est pour ça que je n'aime pas l'expression « le printemps arabe ». Je trouve que c'est traître comme expression. D'abord et je suis optimiste, je l'ai déjà avoué. Mais
le mot printemps implique les beaux temps. Ça laisse aux journalistes l'opportunité de faire des jeux de mots avec l'automne et avec l'hiver et je sais pas quoi. Ça chauffe, hein, c'est l'été arabe maintenant. Hein. Et l'autre chose, c'est que ça implique qu'il y a une unité d'expérience. Et dans ces révolutions-là, loin de ça, il y avait une diversité qui est très importante. Je ne veux pas dire que toutes les révolutions qui ont eu lieu en 2011 ont suivi le même chemin. Et c'est pour ça que je préfère parler des révolutions. En Syrie, c'est le cas de ce qui a commencé comme un mouvement révolutionnaire et au cours de 2 ans, en entre troisième, est devenu une guerre civile. Alors ça n'a plus rien à faire avec l'expérience de Tahrir Square ou avenue Bourguiba. Et je suis complètement d'accord avec vous alors. Et en parlant des divergences des intérêts des pays occidentaux, la chose qui m'a surtout frappé en 2011, c'est jusqu'à quel point les pays occidentaux étaient confus dans leur politique. Ils n'avaient aucune idée quoi faire avec autant de changements importants à travers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, une région si géostratégiquement importante pour leur politique. S'il y avait une révolution dans un endroit, ils étaient prêts à 2 révolutions peut-être, 3, 4, 5, 6, non, ça débordait. Et la confusion des politiques menées par les Américains, par les Français, n'oublions pas que le premier réflexe des Français était d'offrir le savoir-faire des Français pour se battre contre les manifestants. C'était un mauvais premier coup, mais en Libye, ils faisaient tout effort pour changer leur politique. Mais de dire que les pays occidentaux ont mené une politique continuelle, c'est traître, c'est pas du tout vrai. Et mon propre pays, les États-Unis, était parmi les pires. J'aime beaucoup ce président, M. Obama, je crois que c'est un honnête homme et il est un fort bien président, mais ses politiques envers les révolutions de 2011 étaient désastreuses. Et il a perdu confiance, non pas uniquement dans les pays comme l'Égypte avec Moubarak, mais en l'Arabie Saoudite et tout ça. Bon. Et les divergences étaient importantes, mais ils prennent leur pied maintenant. N'oublions pas que les relations entre l'Occident et le Moyen-Orient, c'est formé par leurs intérêts. Et on va voir les intérêts occidentaux former une nouvelle politique, et c'est pour ça que maintenant, on voit les Américains essayant de faire de Mohamed Morsi their man, leur homme. C'est drôle de voir les Américains faire la politique avec les frères musulmans. Moi qui étudie la région depuis 40 ans, c'est nouveau. Les choses ont vraiment changé. Et les Américains, ils rentrent à l'école pour apprendre qui sont ces frères musulmans, qui ont passé autant de temps en traitant de terroristes, je sais pas quoi, et d'être d'accord avec Moubarak, de les écarter de pouvoir politique et tout ça. Tout d'un coup, ils doivent faire business avec eux et ils le font. Mais c'est pas élégant. Et par rapport aux divisions entre les sunnites et les chiites, pour moi, c'est pas les révolutions de l'an 2011 qui a fait cette tension dans la région, qui est tout à fait nouvelle. Je suis pas du tout d'accord avec ceux qui parlent de division éternelle entre chiites et sunnites. Mais à mon avis, c'est la guerre en Irak. Et la montée en puissance des chiites en Irak comme population majoritaire. Et ça a vraiment changé l'équilibre géostratégique par rapport aux sunnites et chiites, parce que ça a donné un allié à l'Iran, qui partage les frontières avec un autre allié, la Syrie, où se trouvent les meilleurs des alliés Hezbollah, et ça a mis en marche un sentiment entre les autres pays du Golfe, dits sunnites, que le grand menace face à eux étaient les chiites. Dans mes discussions avec mes collègues saoudiens ou qatariens ou émiratis, je leur dis, mais vous êtes tous fous. L'Iran n'est pas attirant à vos citoyens chiites, en parlant des Saoudiens ou Bahreïnis. Mais chaque fois que vous les rejetez et vous le repoussez vers l'Iran, si vous, les Arabes, ne font pas une espèce d'État partagé avec vos citoyens chiites, vous allez réaffirmer une alliance qui, pour le moment, n'est pas naturelle. Mais toujours est-il qu'ils sont convaincus qu'il y a cette tension et ils travaillent sur l'idée que cette tension existe et bon, ça va
fortement influencé la politique de la région par la force des choses, mais ça ne devrait pas être. On reprend quelques questions, si vous voulez. Madame. Ensuite, il y en a d'autres questions? Monsieur à droite, d'accord. Ok. Merci. Je pense que nous ne devons pas passer sous silence le rôle des monarchies du Golfe qui, par la puissance de l'argent, ont quand même essayé de torpiller les révolutions d'Afrique du Nord. Je sais que vous n'aimez pas le mot printemps, mais il est évident que tous ces partis fondamentalistes comme Ennahda ou d'autres en Libye qui ont pris le pouvoir ont été certainement aidés financièrement parce qu'ils n'ont pas participé à ces révolutions, ni en Tunisie, ni en Libye, ni en Égypte. Et tout d'un coup, au moment des élections, ils prennent le pouvoir et ils deviennent majoritaires. Alors moi, la question que je pose, ne pensez-vous pas justement que ces monarchies du Golfe ont joué un rôle par la puissance de leur argent pour justement pour leur wahhabisme et puis pour garder chez eux le pouvoir? Il y a deux questions, une ici et une là-bas au fond, monsieur. Il y en a deux là, comme ça. Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué la renaissance du monde arabe du 19e siècle. Cette renaissance, elle a été précédée avec un certain mouvement, avec une certaine révolution culturelle, avec Mohamed Abdou, Jamal Din al-Afghani, avec beaucoup de savants, et avec Abdelrahman Kawakibi aussi. Par contre, cette révolution du 2011, elle a été surprenante, même pas pour les chercheurs occidentaux, mais c'est même pour les intellectuels arabes. Donc c'est une révolution qui n'a pas été précédée avec un certain état d'esprit qui cherche à voir le monde arabe, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la société qu'on veut créer. Ce qui laisse beaucoup d'intellectuels arabes en doute de ce printemps arabe et stipule que ce n'est qu'une vision, qu'une nouvelle vision douce et intelligente du plan du nouveau Moyen-Orient qui a été échoué avec George W. Bush et machin. Une autre question, je veux bien vous poser la question. J'ai pas bien compris, j'ai pas bien capté la première question. La première question, que cette révolution n'a pas été précédée avec des recherches, avec des savants, avec comme la révolution du 19e siècle. Ouais. C'est une révolution surprenante. Ouais. Et vous avez tracé 3 défis. Et ça, parmi les problèmes de cette révolution, qui n'est pas encadrée, qui n'a pas une vision sociétale, de gouvernance du pays et autres. Ma deuxième question que je veux bien vous poser sur le Maroc. Comment voyez-vous l'expérience marocaine? Que pensez-vous de l'avenir du Maroc et de la monarchie du Maroc avec le problème du Sahara, avec les problèmes sociaux, avec la crise économique? Merci. Merci. Une dernière question pour cette vague-là, là-bas au fond, monsieur. On reviendra, il y aura une troisième vague. Nous sommes dans les ressacs. On va y revenir. Professeur, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le monde arabe, mais j'ai quand même l'impression que si on accepte l'Irak et la Syrie, les 20 dernières années, on peut dire de leur ensemble que les sociétés arabes vont beaucoup mieux qu'on ne le dit d'habitude, et qu'en gros c'était un système politique qui se sclérosait, et que là on a une sorte, alors ça va être très douloureux, de remise à l'heure des pendules. Dans mon esprit, j'entends parler de la crise, alors je ne connais pas très bien le monde arabe, mais j'entends parler de la crise des sociétés arabes depuis 20 ans, et j'ai quand même l'impression que c'est une société qui allait de mieux en mieux, avec des régimes politiques qui allaient de moins en moins bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Je m'excuse de nouveau, parce que j'ai pas tout suivi. Il faut parler dans le microphone. Excusez-moi, je disais. Non, pas du tout, mais je voudrais bien capter la question. Ma question est, je pense, est-ce qu'on peut pas tester l'hypothèse que si on accepte l'Irak et la Syrie, où c'est vraiment des sociétés qui vont très mal, les 20 dernières années, les sociétés arabes vont de mieux en mieux, malgré leur régime politique qui, eux, vont de moins en moins bien? À quel niveau? Classe moyenne dynamique, constitution de capitaux,
développement de classes sociales dépendant de moins en moins des appareils d'État, débat intellectuel vigoureux, jeunesse refusant de plus en plus les cadres d'autorité. Je ne sais pas, je teste une hypothèse. C'est intéressant, merci. Je vais commencer avec le dernier, qui est très intéressant par contre, parce que suivant toutes les données, et il faut avouer que les données que nous avons à notre disponibilité, ils ne sont pas toujours très forts sur les questions socio-économiques, mais il me semblait que ce qui a marqué les dernières 2 décennies, c'était plutôt l'inégalité, que la couche sociale qui bénéficiait des réformes économiques était très très petite, très limitée, et que c'était tout autour de régimes dominants, que le développement de classes moyennes, ça dépendait de pays en pays. En Irak, en les années 80, j'aurais dit, ils étaient parmi les premiers États au monde arabe à ce niveau-là, mais par la force des guerres, d'abord l'Iran, l'Irak, et puis à la suite de l'invasion de Koweït, et puis leurs expériences sur blocus et tout ça, ils étaient beaucoup réduits par la force des choses. Mais que, autre part, l'inégalité était vraiment ce qui a poussé l'expérience des plupart des gens à travers l'Afrique du Nord aussi bien que le Moyen-Orient. Les seules exceptions étaient les pays pétrolières où les ressources s'augmentaient à travers les années, où on trouve que le niveau de vie dépassait le plus haut niveau du monde. Je crois que ce sont les Qatariens qui ont poids brut de... C'est ça, le plus haut niveau. Et ça revient à autre question posée, parce que l'expérience économique était le point d'appui derrière tous les mouvements populaires qu'on a vus. Monsieur m'avait posé la question en disant que il n'y avait pas vraiment une vision de société, politique, les révolutions ne venaient pas des discussions politiques approfondies, ça venait à l'improviste presque. Mais ce qui les a poussés, en Égypte, aussi bien qu'en Tunisie, c'était le besoin économique des classes moyennes. Pas les extrêmes pauvres, mais les gens formés à l'université ou à lycée qui osaient espérer avoir mieux dans la vie et qui étaient poussés par le chômage et le manque d'avenir et tout ça, à prendre des mesures que, à l'avance, étaient très dangereuses. Mais c'était surtout l'économie. Et ceux qui cherchaient, je pense que on a tort quand nous parlons du mouvement démocratique en 2011. Ce que les gens cherchaient plutôt que la démocratie comme système politique, c'était de pouvoir tenir responsables leurs hommes politiques. Que les politiciens deviennent responsables à leurs citoyens, aux citoyens. Et c'est pour arriver à des hommes politiques qui vont promouvoir leurs opportunités économiques que je crois que la plupart des gens se sont allés manifester. Et puis ça a mis en marche autre idée et autre chose. Et pour avoir un gouvernement qui est responsable, alors il faut avoir un gouvernement qu'on a le droit d'élire. Et ça implique beaucoup d'autres choses. Mais peut-être c'est pour cette raison-là que nous n'avons pas des grandes théories derrière ces révolutions de 2011. Et c'est vrai, il n'y a pas les grands penseurs. Et si je me distingue de Jean-Paul, c'est que je dirais que les révolutions quand même, la différence entre 2011 et 1920, c'est que les gens au monde arabe avaient un siècle d'expérience de l'État-nation, de savoir ce qu'ils commencent à vouloir politiquement. C'est ça la grande différence. En 1920, les Arabes étaient jusqu'au début de la question de leur devenir, en sortant de l'expérience ottomane, en espérant avoir une indépendance. Ils n'avaient pas les institutions en place pour savoir quelle allait être la manière de se régner sur eux-mêmes et tout ça. L'indépendance et le système politique étaient des discours jusqu'au début. Aujourd'hui, ils ont des idées beaucoup plus précises de où ils ont envie d'aller. Et je pense que c'est ça. Autrement, je pense que le parallèle est important et intéressant.
L'autre point, c'est sur le rôle des islamistes dans la révolution intellectuelle de Nahda du 19e siècle. Vous avez invoqué Mohamed Abdou, El-Avrani. C'est intéressant de voir comment la signification de mots change à travers le temps. Parce que à cette époque-là, ces penseurs, on les traitait des islamistes modernistes. Et c'était ça que signifiait salafi à cette époque. Et c'est devenu à nos jours, salafite veut dire ceux qui veulent remonter à une période arriérée, en lutte avec la modernité. C'est presque le contraire. Et je crois qu'on est loin de ça. L'expérience du Maroc est complètement exceptionnelle. Il me semble que le roi Mohammed VI a décidé de sauter en avance avant qu'il ait poussé, en mettre en marche des changements constitutionnels qui sont d'un côté esthétique et qui sont d'un autre côté réels. Le Maroc, bien entendu, a des niveaux de développement humain très bas et les problèmes socio-économiques dans le pays sont très profonds. Et face au roi, il y a des défis qui sont très importants. Mais pour ceux qui disent que tout ce qui se passe au Maroc aujourd'hui n'est que de l'esthétique, il faut dire que c'est un drôle changement de gouvernement au Maroc. Le Premier ministre et le parti dominant n'appartient pas du tout aux anciens élites. Et de cette manière-là, je vois que le Maroc essayait de manager les pressions de cette période révolutionnaire pour s'éloigner des menaces de la révolution chez eux. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup influencé les Saoudiens et cette invitation complètement extraordinaire d'inviter le Maroc de joindre le Conseil de coopération du Golfe, de l'ICC. Quelle idée! Et d'après tous mes renseignements, les Marocains avaient dit non merci, mais quand même, pour mettre un frein aux évolutions au Maroc, pour décourager l'évolution vers une monarchie constitutionnelle, était très important pour eux. Et ça nous mène à la question de Madame. Et Madame, vous savez très bien comment poser une question. Je vous félicite. Le rôle des monarchies de Golfe. Parce que parmi les acteurs les plus puissants et les plus vite à répondre aux défis des mouvements révolutionnaires, il faut mettre les pays de GCC, comme on dit, le pays de Golfe, au premier rang. Et c'est surtout parce que le roi Abdallah de l'Arabie Saoudite, en voyant la politique américaine, qu'il laisse tomber un allié aussi important que Moubarak, leur disait qu'ils ne pouvaient plus compter sur les Américains pour maintenir leurs intérêts. À partir de là, les Saoudiens ont commencé à mener une politique complètement indépendante, comme on a rarement vu, où il n'y a presque aucun dialogue avec les autorités américaines. Abdallah refusait la visite de Madame Clinton. Incroyable. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'un Saoudien dit non? Non, merci. Il refusait de prendre des coups de téléphone du président Obama. Incroyable. Et il menait une politique qui était très forte. D'abord pour arrêter les mouvements révolutionnaires chez eux. Alors, ils ont dépensé pas mal de leur argent grâce à un prix élevé du pétrole qui leur permettait de dépenser beaucoup d'argent sur des biens sociaux pour impliquer une plus grande partie de leur société dans le bien-être sous la monarchie saoudienne. Et en même temps, ils ont fait de leur tout pour empêcher à toute autre monarchie le changement. Et en même temps, ils ont essayé d'influencer les développements dans les pays qui ont eu des révolutions. Et c'était ça votre point de la question, le soutien donné à Nahda d'un côté et aux frères musulmans de l'autre côté. Il ne faut pas oublier Hizb ut-Nour. Et c'est là où c'est pas du tout évident. La différence entre les politiques des Saoudiens et les Qatariens est très importante. En Égypte, c'est les Saoudiens qui haïssent le frère musulman, paraît-il, et donnent leur soutien à Hizb ut-Nour, les salafites. L'extrême droite islamiste a un soutien très important, saoudien. L'argent, là, a joué un très grand rôle.
Parce que vous êtes peut-être mieux renseigné que moi, mais j'ai jamais entendu d'un parti tendance salafite dans le cadre de la politique égyptienne avant ça. Hizb al-Nour, c'est complètement nouveau. Et l'idée qu'ils ont dépassé même les Shabab de Tahrir, on est arrivé à 25% du vote, c'est complètement extraordinaire. Et là, on voit l'appui de l'argent. C'est Qatar qui soutient les frères musulmans, et j'ai l'impression en jouer un rôle plus fort de soutien envers Ennahda en Tunisie, comme ils le font avec Hamas dans la bande de Gaza. Et c'est bien évident que Qatar essaie de jouer un rôle beaucoup plus important politique que son superficie et le nombre de citoyens normalement allait le permettre de faire. Mais le fait que ces deux pays mènent des politiques qui sont si incompatibles, je ne peux pas expliquer. Parce que le Qatar, par rapport à l'Arabie Saoudite, est tout petit. Et il ne veut pas trop fâcher le grand frère à côté. Il le fâche à un certain point, on a vu avec Al Jazeera et tout ça, mais il y a des limites. Et on va voir exactement où sont ces limites-là. Mais à la fin, Ennahda et les frères musulmans, je dirais, c'est l'organisation et les années qu'ils menaient de lutte contre ces pouvoirs dictatoriaux qui tenaient tant de décennies le pouvoir, qu'explique le succès qu'ils ont connu. Et ce n'est pas uniquement l'argent. Finalement, dans la politique, c'est l'organisation qui compte pour tout. Et ça ne doit pas nous étonner que les partis comme Ennahda et les frères musulmans sont gagnants. Les partis dits laïcs, les enfants de Tahrir et tout ça, s'organisaient en une quarantaine de partis. Alors, quand il y a 40 partis qui font concours avec un parti unique bien organisé, on peut attendre des résultats pareils. Merci. On prend encore 2-3 questions, les dernières. Monsieur, vous avez vu, monsieur, allez-y. Ah bah attendez, c'est une priorité liée à la technique. Le micro était là-bas. Après, je vous repasse la parole tout de suite. Allez-y. Je vais essayer de ne pas être trop long dans ma question. Dans ces mêmes murs, Emmanuel Todd en particulier a apporté une perspective et des paramètres d'interprétation. Dans le microphone, je suis pas. Oui, nous avons eu dans ce mur, ici, dans cette salle de conférence, une intervention d'un démographe et politologue, Emmanuel Todd, qui a apporté une perspective un peu spécifique et deux paramètres d'interprétation très particuliers, qui sont d'après lui l'évolution démographique du nombre moyen d'enfants par femme dans ces pays, qui a beaucoup changé, en particulier en Afrique du Nord. On est passé de plus de 5 enfants ou 7 enfants à 2 et quelques par personne. Et le deuxième paramètre démographique qui lui paraît important dans la perspective historique, et peut-être même des facteurs déclenchants de ce qu'on est en train d'analyser, c'est le taux de scolarisation, en particulier le taux de scolarisation des jeunes filles. Et d'après lui, le lien serait que quand on a accédé à un peu plus que l'alphabétisation et qu'on commence à accéder à l'éducation secondaire, ça fait naître des revendications de pouvoir dire son mot à ce qui se passe politiquement. Il y a des revendications égalitaires, en particulier par rapport au pouvoir. Comment vous pensez que ces paramètres peuvent être considérés comme des facteurs déclenchants ou qui expliquent aussi, en dehors des aspects économiques que vous avez déjà exposés, le démarrage de ces révolutions? Il y a, monsieur, une question ici. 2 questions même. 2 questions. Oui, vous aussi, madame? Alors, 2 questions, très bien. Il y a d'autres questions après? On va prendre la dernière, alors on va prendre l'ensemble, si vous êtes d'accord, parce que... Allez-y, monsieur, en étant pas trop long, si c'est possible. Je pose la question directement. Très bien, bravo. En commençant par... pensez-vous que l'aboutissement de ce processus révolutionnaire qui se passe dans les pays arabes va aboutir à l'établissement d'une démocratie à l'occidentale ou une islamisation de la société telle que ça se passe actuellement, par exemple en Tunisie? Il y a 2 courants. Le courant de Ennahda, c'est les frères musulmans qui veulent prendre le pouvoir et légiférer. Et il y a un courant salafiste qui n'est pas intéressé de prendre le pouvoir, mais il veut agir sur la société. Il a occupé toutes les mosquées presque,
il fait des tentes devant les lycées avec des micros pour faire venir la jeunesse à son mouvement à lui. Et il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et on essaie d'intimider les jeunes filles qui ne se voilent pas et on les incite à faire cela, etc. Donc il y a une islamisation, d'après moi, rampante. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame à côté, vous vouliez poser une question, et puis ensuite monsieur derrière, et puis on arrêtera là le jeu des questions. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la non-réactivité de l'Europe et des problèmes inhérents, les contradictions inhérentes aux pays arabes. Vous aviez l'air d'être surpris que l'Europe n'ait pas réagi aux problèmes qui sont apparus dans les pays arabes. Je voulais savoir pourquoi c'était surprenant. Pourquoi l'Europe aurait dû intervenir ou essayer de régler les problèmes des pays arabes, sachant que toutes les fois où l'Europe ou l'Occident en général a intervenu dans cette région du monde, ça n'a fait qu'empirer. On voit encore là récemment en Syrie, avec l'apparition des armes chimiques. Donc on se demande tous d'où viennent toutes ces armes chimiques, alors que les gens meurent de faim. Et puis, je voulais savoir aussi, est-ce que cette non-réaction est due aux problèmes internes de l'Europe, la crise en Grèce, en Espagne et tout? Est-ce que l'Europe est vraiment dépassée par la situation dans les pays arabes? Ou bien est-ce que c'est parce que l'Europe va enfin se décider à ne plus s'occuper de la région du Moyen-Orient et laisser les peuples décider eux-mêmes de la tournure que doit prendre la situation? Voilà. Celle-là est pour toi. Hein. Celle-là est pour toi. Mais, merci. Elle est pour moi, mais c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'il y a de la réponse dans la question. Donc c'est... Allez-y. Allez-y, monsieur. Bonjour. Pardon, j'aimerais savoir la place de la femme dans cette révolution. Vu certains cris déjà des confiscations de la liberté de la femme, comme le changement de quelques parties de la constitution en Égypte, qui incite à faire la mutilation génitale. Deuxième question, j'aimerais savoir le but réel de cette révolution. Est-ce la liberté, la démocratisation ou l'adoption de modèles occidentaux? J'ai cette nuance-là dans la tête. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut exactement le monde arabe dans cette révolution. Très bien. Merci. Vous terminez par une question simple, donc je vais laisser Eugène répondre et conclure par la même occasion. Oui, tout à fait. En effet, il y avait deux questions qui donnent sur la place des femmes dans la société arabe et dans les révolutions arabes dernièrement. La première question, encore une fois, vraiment, j'ai pas les données pour dire. Il me semble que c'est complètement vraisemblable que l'autre chiffre de nombre d'enfants par femme et la socialisation des jeunes femmes contribue à un rôle des femmes qui contribuent à le sous-développement de la région. Et je crois qu'il y a, d'après toute l'expérience du monde, autre solution que l'éducation pour les femmes. Pour répondre à la question de nombre d'enfants ou bien de la socialisation, les femmes analphabètes ont un taux d'enfance qui est beaucoup plus élevé et les femmes analphabètes n'ont aucun rôle à jouer dans la société, alors que l'éducation résoudre ces problèmes et laisse la porte ouverte aux femmes de jouer leur rôle naturel de partenaires égaux dans la société et la politique. Et ça, je pense que ça revient à la dernière question de monsieur sur le rôle des femmes dans ces révolutions. Il me semble que, d'après ce que j'ai vu à la télé, les femmes ont joué un rôle complètement égal aux hommes parmi les manifestants. Elles sont en premier rang pour demander leurs droits légitimes, politiques aussi bien que sociaux, mais qu'ils luttent contre des plus grands problèmes sociétals
dont la mutilation génitale ne compte pas parmi les plus grands. Surtout pour les femmes en Égypte, c'est plutôt le viol, l'agression sexuelle, l'harcèlement, à laquelle elles sont subies, mais dans le quotidien. Et ça devient un problème qui, loin d'être diminué par avoir un gouvernement dit islamiste, devient de pire en pire. Et ça provoque de plus en plus de soucis. Surtout en Égypte, hein, c'est pas notre affaire comme occidentaux, c'est un problème des Égyptiens, dont les Égyptiens sont très conscients de leurs responsabilités et le besoin de le résoudre. Mais c'est vraiment un problème très très grand. Et bon, à la suite de ces révolutions, j'ai mal à imaginer que les droits de femmes peuvent rester autant réduits que les droits d'hommes, et que les révolutions peuvent aboutir à une fin acceptable à 100% de la population. Si les femmes ont trouvé Plaza Tahrir, elles vont le retrouver pour avoir le droit aussi. La question de en quoi va aboutir ces révolutions, démocratie comme en l'Ouest, ou bien quelque chose qui est beaucoup plus formé par les normes de la religion d'islam. N'oublions pas qu'il n'y a pas la démocratie comme en l'Occident. Si nous traversons l'Europe, les différences entre les systèmes de gouvernement sont tellement différents. Vous, avec votre système présidentiel, vous n'avez vraiment rien à comparer avec le système parlementaire en Angleterre, et personne d'entre vous veut imiter le système italien. Mais ce sont tous, c'est vrai en plus, mais ce sont tous des démocraties à l'Occident. Et étant américain, je peux dire notre expérience est différente encore. Et qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète les différences culturelles de chaque pays du monde. C'est-à-dire, les Italiens ont formé un système, les Français nôtres, vous avez reformé votre système plusieurs fois, vous êtes sur le 4e, 5e République maintenant? 5e. 6e. Non, mais c'est pas... On va vers la 6e. Ça évolue, ça change, oui, suivant les besoins du temps. Et à mon avis, c'est faux d'attendre des révolutions arabes que ça va être une imitation de système politique autre part. C'est pour ça que je parlais de prendre des expériences et démocraties plus anciennes, mais c'est évident, il me semble évident que les systèmes politiques qui vont sortir à la fin de ces évolutions politiques, à la suite de ces révolutions, vont refléter les points distincts de leur propre pays et société. La démocratie en Égypte va se distinguer de celui en Libye, aussi qu'en Tunisie. Et en Syrie, c'est encore plus difficile à le cerner dans la violence où elle se trouve maintenant. Mais à mon avis, le rôle de l'islam va être très important. Mais encore une fois, n'oublions pas que même les gens qui sont croyants fidèles, il y a entre beaucoup qui ne veulent pas impliquer leur religion dans la politique, dans l'État et dans le système de loi et tout ça. Ça, c'est un débat très vivace entre Arabes aujourd'hui. L'issue de ce débat, je ne peux pas vous prédire, mais je dirais que c'est quelque chose que les Égyptiens, les Tunisiens et les Arabes dans notre pays vont se débattre pour les années à venir. Je passe le bâton pour parler des Européens, parce qu'il y avait une question de madame. Qui était oui, vraiment j'essayais de l'échapper. Ah non. Non, mais d'accord. Mais sur la question européenne, je crois que les choses sont claires. Il était difficile de faire une politique étrangère à 6. Et nous fûmes 15. Et puis un beau jour, on a été 27, et bientôt 28, 29. Imaginez la scène. Vous avez 25, 26, 27, 28 ministres des Affaires étrangères, et il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut qu'ils se mettent d'accord tous ensemble. Le temps qu'ils s'assoient, qu'ils discutent, c'est pas déjà des heures, et le temps qu'ils se mettent d'accord, il est temps de repartir. Je veux dire que, et si on se met d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Je prends un exemple. Au moment du vote sur l'admission de la Palestine comme État observateur aux Nations Unies, Madame Mrs. Nobody, Madame
Voilà, vous voyez, j'oublie toujours, Madame Nambody a proposé à l'ensemble des ambassadeurs, comme il y avait, des ministres, pardon, comme il y avait des différences, elle a dit, écoutez, l'Europe, pour qu'elle ait une position unie, le mieux serait qu'elle s'abstienne. Et ça résume tout, c'est-à-dire que la possibilité dynamique de l'Europe au Moyen-Orient, c'était l'abstention. Alors évidemment, il y a quelques ministres qui ont dit tout de même non, et du coup, il y avait 3 possibilités lors de ce vote, le oui, le non et l'abstention. Et il y a eu les 3. Il y a eu les 3. Les Tchèques ont dit non, la France a dit oui, et ça n'a pas été facile, et les autres sont abstenus. Bref, vous voyez, et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, malheureusement, les Européens sont incapables d'avoir une politique étrangère. Puis j'ajouterai un point, bref, mais au Moyen-Orient, il y a Israël. Et je crois que une des grandes difficultés, un des grands problèmes de l'Europe, c'est aussi le rapport à Israël. Et on permet à Israël un comportement en termes de puissance occupante qui est lié à notre histoire aussi. On revient encore à l'histoire, c'est-à-dire que finalement, on est incapable de penser Israël comme un État comme les autres. C'est quelque part une part de nous-mêmes et on est complètement aux côtés de l'État d'Israël, quoi qu'il se passe. Donc finalement, nous n'avons aucune capacité de véritablement bouger de manière positive sur ces révolutions dans le monde arabe. Au Maghreb, c'est la même chose, et nous sommes complètement phagocytés par ce que peuvent faire les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, les États-Unis vont avoir moins d'initiatives bientôt. Je crois qu'ils se retirent un peu. Que vont faire les Européens? Ils vont se sentir orphelins. Et je crains vraiment que notre politique au Moyen-Orient soit encore plus inexistante qu'elle ne l'a été par le passé, ce qui n'est pas peu dire. Et je dis ça avec beaucoup de fureur. Rentrée, vous voyez qu'elle est rentrée, ma fureur, parce que je suis européen, profondément pro-européen, et j'aimerais que nous ayons une vraie politique extérieure capable d'impulser des choses positives, et en particulier dans un mouvement aussi important, un tournant historique de ce Moyen-Orient, l'Europe aurait toute sa place. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Voilà un élément de réponse. Maintenant, je crois que on n'a qu'à remercier Eugène Rogan pour ce débat, et merci à tous.